J'appelle sur la scène Gauthier Curtil de Now You, France Télévisions, Ève Roger, directrice adjointe des rédactions du Parisien, et Lou Esparglière, cofondateur et rédacteur en chef de Vert, que je suis contente de rencontrer en vrai. Salut. Je vous laisse vous installer tous les trois. Bah tiens, première question pour toi, Ève, du coup. Est-ce que tu connaissais ces deux offres éditoriales relativement jeunes et green, et pas que? Si je triche, je dirais oui. Non, mais tu peux dire non. Le but du non, jeu, parce c'est qu'en pas fait, je prépare cette table ronde depuis un certain temps. On m'en parle depuis plusieurs mois. Donc, effectivement, je suis allée voir j'y suis allée regarder, justement, pour voir la différence avec notre traitement à nous des sujets environnementaux. J'ai été voir aussi ce site internet que je trouve extraordinairement dynamique, mais pas tout à fait fait pour moi, quoi, parce qu'il me tutoie, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas l'habitude. C'est perturbant. Voilà. Non, mais c'est une jolie honnêteté. Alors du coup, question croisée et pour Gauthier et pour Lou. Vous avez pensé vos offres d'abord en matière éditoriale ou d'abord de manière technique? Lou, je te laisse commencer. Oui, alors quand l'idée de Vert m'est venue, c'était fin 2019, après un été déjà bien cataclysmique. Et moi, j'étais journaliste pigiste spécialiste sur l'environnement. Et tous les matins, j'avais besoin de consulter un grand nombre de titres de presse différents pour avoir l'impression d'avoir saisi quels avaient été les principaux sujets. Parce que la presse était encore très compartimentée avec des titres plutôt sur l'actualité technique autour de l'écologie, scientifique ou militante ou que sais-je. Et donc, il me semblait qu'il manquait un petit journal qui brasse très très large, qui fasse une revue de presse généraliste de l'écologie. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'écrire Vert m'est venue. Donc, Vert, c'est avant tout un journal quotidien envoyé sous forme de newsletter qui se lit en 7 minutes par jour. Et ensuite, on s'est rapidement dit qu'on pouvait aussi en faire un objet pédagogique. Et donc, Vert ne rechigne jamais à expliquer un acronyme, une organisation, à montrer des éléments des ordres de grandeur, et j'en passe. Et donc, c'est à la fois pour des gens qui en ont besoin dans leur pratique professionnelle. On est très, très lu par des journalistes parce que ça leur va bien, cette petite revue de presse quotidienne. Et à la fois pour des gens qui ont besoin d'avoir accès à une information simple et digeste sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu consubstantiel, mais ça répond d'abord à un besoin en fait personnel, quoi. Alors nous, il y a un vrai parti pris technique sur le lancement de Know You, puisqu'on est donc une marque média du service public qui parle d'écologie, d'environnement, mais qui en plus d'aborder cette thématique essentielle aujourd'hui, elle va aussi être une vitrine d'innovation en matière de Green IT, de sobriété numérique. Et donc tout le projet a été pensé pour lancer une marque média la plus éco-responsable possible. Je peux dérouler un petit peu. Ouais, Ouais, et donc effectivement, on a donc des partis pris techniques, fonctionnels et marketing qui sont un peu considérés comme dans le monde du numérique comme des ovnis, puisque on a décidé de lancer un site sans player vidéo parce qu'on sait que ça alourdit considérablement nos pages, alors qu'on est rattaché à une marque média audiovisuelle. On n'a pas de newsletter parce qu'on sait que c'est difficile de se gargariser d'avoir des taux d'ouverture à 3% sur des newsletters. On n'a pas de tracking de data externe, on a juste un petit compteur de mesures qu'on a développé en interne. On n'a pas de publicité, on a des images qui sont dépixelisées. Enfin, fonctionnellement, on a des partis pris très forts. Et donc, ce qui fait qu'on a, et techniquement également dans le code, sans trop rentrer dans les détails, c'était intéressant d'avoir l'intervention tout à l'heure du Monde, du CTO du Monde. Et on travaille aussi avec des outils de mesure et de monitoring comme ça, un peu comme le Monde. Et donc, c'est pour ça qu'on a donc un site internet qui est très épuré, très light, avec juste du contenu texte et des images dépixelisées. Et c'est finalement quelque chose qui séduit pas mal. Il est très attractif, hein, le site. C'est sympa de donner ton micro. Non, mais je voulais juste dire qu'il était très attractif, ce site-là. C'est-à-dire que j'ai pas du tout vu qu'il n'y avait pas de vidéo. Je sais pas quoi. J'ai juste vu qu'il interpellait comme ça sur le tutoiement. Et je me suis dit, bon, il s'adresse à ma fille, quoi. C'est ça. Absolument. Oui. En fait, oui, tu as deux cœurs de site, Ouais. des positionnements et des cœurs de site qui sont assez différents et complémentaires. Ève, au Parisien, Oui. vous avez lancé il y a peu de temps une rubrique qui s'appelle Sentinelle pour justement travailler la visibilité, la diversité. Et la place des femmes, absolument. Est-ce que vous pourriez avoir cette même réflexion par rapport aux thématiques environnementales? Alors,
Ce qu'il y a, c'est qu'elle existe déjà, et ça s'appelle Mater. Et en faisant les recherches pour venir ici vous parler, je me suis rendu compte que Mater existait en fait depuis les accords de Paris, c'est-à-dire 2015, qui a été le premier déclic pour nous. Donc c'était un embryon de Mater. Hein. C'est vrai qu'on l'a ressuscité récemment, mais c'est vrai que nous aussi, on a eu ce premier électrochoc à Paris. On était le Parisien, ça se passait à Paris, c'est vrai que ça nous a aidés. Et puis après, il y a eu 2019, comme disait Lou, sur cette canicule qui a été pour la première fois associée au réchauffement climatique. Donc là aussi, ça a déclenché chez nous, là pour le coup, sur le papier, une page thématique hebdomadaire qui s'appelait Environnement, je crois. Et puis nous avons ressuscité Mater à la fois sur le papier, évidemment sur le site, en février 2022, avec aussi cette page thématique qui s'appelait Environnement, qui s'appelle maintenant Mater. Et dans Mater, pour nous, le plus important, c'est c'est-à-dire que Le Parisien, c'est un journal populaire qui est proche de ses lecteurs, et l'idée, c'est vraiment que les lecteurs s'approprient cette problématique, et puis qu'on leur parle comme on sait parler aux Parisiens d'un certain nombre de sujets. Je voudrais qu'on parle 2 secondes de modèle économique. Vous avez 3 aspérités et 3 modèles économiques complètement différents. Lou, je veux bien que tu nous racontes la manière dont tu embarques ta communauté à travers Vert. Gauthier, même question, parce que la communauté de NowYou est aussi une communauté de prescripteurs qui vous poussent un peu. Et aux Parisiens, vous avez une exigence de montrer votre communauté numérique, plus d'abonnés et toujours bien évidemment en papier. Donc 3 modèles économiques différents exposés à la même problématique. Je veux bien que vous nous en disiez un mot. Alors nous, on a un modèle économique qui est en train de s'affiner un petit peu. Donc on est un média indépendant, gratuit, sans publicité, sans actionnaire, sans partenariat déguisé. Donc en fait, on cherche un peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire comment avoir un maximum d'argent avec aucune contrainte. Et donc c'est pas évident, il n'y a pas de modèle économique qui fait vraiment foi aujourd'hui dans la presse indépendante en France. Alors il y a Mediapart qui est un peu un ovni, mais voilà, on n'a pas tous les moyens de se lancer avec 5 ou 6 millions d'euros et une ribambelle de stars du journalisme au début. Donc on essaye chemin faisant de trouver un peu des formules qui fonctionnent. Donc notre première source de revenus, c'est les dons des particuliers. Alors on a tout fait de manière très amateur au début, on a un petit peu tâtonné. Et là au printemps, on a fait pour une première fois une vraie campagne de crowdfunding qui nous a permis d'obtenir 30 000 euros. Alors je pense que pour les médias qui sont dans la salle, c'est un petit peu anecdotique, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et surtout que c'était beaucoup plus que ce qu'on imaginait au début. Et en fait, on porte un discours qui est un discours sincère, qui est en fait un peu la raison d'être de Vert, qui est qu'on est engagé pour le climat, alors ça c'est la formule, mais surtout on est engagé pour le droit de savoir des citoyens sur le climat et la biodiversité. On considère qu'une des raisons pour lesquelles l'action citoyenne et politique tarde autant, c'est parce que les citoyens ne sont pas correctement informés sur ces sujets. D'où l'idée de ce petit journal facile à lire, gratuit, ouvert au plus grand nombre et libre de toute contrainte économique. Voilà. Et donc ça, c'est un message, un discours très fort auquel on croit, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup plus d'argent que ça, mais c'est un message auquel croient aussi les gens qui nous lisent, et donc voilà, on reçoit, par rapport au nombre de lecteurs qu'on a, on reçoit énormément de dons, on a énormément de soutien, on a une communauté naissante qui nous aime très fort et qui vraiment nous le rend bien. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'on développe de plus en plus, c'est de la formation, et notamment dans les rédactions, parce qu'on considère qu'on a des choses intéressantes à raconter à nos confrères et consoeurs sur des pratiques en fait, que nous, on essaye de réfléchir et d'affiner au fur et à mesure. Alors on n'est pas là pour dire aux gens comment travailler, simplement c'est des sujets sur lesquels on commence à devenir un petit peu expert. Donc ça, c'est vraiment la deuxième jambe de notre modèle économique qui nous permet de contribuer aussi modestement à transformer un peu le paysage médiatique sur ces sujets. Et nous sommes 6 et des poussières. Ouais. Alors la moyenne d'âge fluctue très rapidement quand on est 6. Voilà, donc là on a 2 quadragénaires maintenant dans l'équipe qui ont à peu près doublé la moyenne d'âge. Non, on a 30 ans de moyenne d'âge, on va dire. Alors moi je suis très admiratif du boulot de Vert et de Lou. Je trouve que la ligne éditoriale est canon, et je trouve que c'est hyper important qu'il y ait comme ça des acteurs privés qui arrivent à émerger avec des modèles économiques qui diffèrent de ce qui se fait traditionnellement. Moi je représente le service public, donc c'est, me semble-t-il, aussi hyper important que le service public arrive à se positionner sur cette thématique. Donc nous on adresse effectivement, on cible essentiellement les jeunes, donc les 15-35 ans. Donc on a un modèle économique qui est sans monétisation. On est aujourd'hui financé dans les budgets de France Télévisions. Et on a aujourd'hui une équipe d'une 20aine de personnes qui est dédiée sur le projet,
mais pas, enfin, quelques journalistes, mais des gens qui travaillent sur le produit aussi, donc tous les enjeux d'éco-conception qui sont essentiels, sur de la web perf notamment. On va avoir des gens qui sont en charge du marketing, des partenariats, toute la communication aussi qui est essentielle pour aller toucher notre public, des créas, et puis une équipe sociale aussi pour aller adresser les publics là où ils sont sur les réseaux sociaux. Absolument, c'est tout le paradoxe du sujet, c'est-à-dire qu'on est sur une marque éco-conçue, on est sur un site le plus propre possible. En revanche, on sait qu'il faut aller sur les carrefours d'audience que sont les réseaux sociaux pour aller embarquer la jeunesse. Ouais, il va falloir que je me défende. En même temps, je me sens crocodile ou dinosaure, je ne sais pas, un des deux. Je viens du monde ancien, c'est vrai, mais nous sommes en pleine transition vers la modernité. Donc, nous, on a 400 journalistes pour traiter ces sujets-là, en vrai, puisque la rédaction du Parisien, il y a 400 journalistes, à la fois des journalistes dans les éditions locales, dans notre siège national. Donc, je frime un peu. Évidemment, les 400 ne sont pas spécialisés en environnement, mais il y en a 3 à temps plein qui sont spécialisés dans l'environnement et les 397 autres qui sont de plus en plus susceptibles de traiter ces sujets-là, puisque notre objectif dans le groupe, c'est qu'évidemment, petit à petit, l'environnement infuse dans toutes les rubriques du journal. Donc, ça, c'est notre objectif. Et puis, sur le modèle économique, c'est vrai que nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes, il nous faut des abonnés papier, on en a encore 75 000, des abonnés numériques qui sont maintenant supérieurs aux abonnés papier. Nous avons évidemment les ventes en kiosque, donc le lecteur qu'il ne faut pas perdre, c'est une des contraintes aussi, c'est-à-dire le lecteur, il faut l'entraîner avec nous sur ces jeux-là, et c'est le cas de plus en plus. Et puis évidemment la publicité. Donc ça, la publicité, c'est aussi une contrainte qui est incontournable. Mais on y arrive et on a quand même 100 millions de vues de pages par mois, et c'est pour ça que le site est pour nous aussi un lieu extrêmement important pour porter ces sujets-là, et tous les sujets qui sont dans le papier sont évidemment sur le site, et il y a des sites dans cette fameuse verticale qu'on appelle Mater, qui sont dédiés à l'environnement, avec des sujets qui sont le plus accessible possible, le plus pédagogique possible, et puis nos journalistes sont évidemment là pour faire l'expertise, le décryptage, enfin tout ce qu'on est censé faire quand on est journaliste. On parle beaucoup de décryptage, d'explication, de simplification. Alors bientôt chez Vert peut-être, mais au Parisien, vous avez un truc qui marche très très bien, c'est votre service data. Absolument. Est-ce que potentiellement vous pourriez envisager de monter une offre data-friendly hyper explicative et collaborative, mise à disposition du plus grand nombre dans cette acculturation de lutte contre les fake news, etc. Alors ce que nous on fait, c'est qu'on a au-delà, avant la data, on a le fact-checking évidemment, qui n'est pas une rubrique à part entière, mais qui s'adapte à tous les sujets. Sûr. Donc, je sais, j'ai regardé, là, on en a fait un cet été sur, il n'y a pas trop spécialement, on a trop de la couche d'ozone au-dessus des tropiques cet été où ça circulait. Mais la data joue effectivement un rôle de plus en plus important, puisque notre objectif, c'est de croiser justement les données. Et donc, nous travaillons sur plusieurs projets, en particulier sur les liens entre les zones à risque et la météo, c'est-à-dire à la fois au niveau national, mais aussi au niveau mondial, parce qu'on a les moyens de ça, de faire des sujets qui permettent... on a fait un sujet sur les mètres cubes d'eau qui disparaissent à 1 milliard. On a pu situer en France dans quelle commune, sur quel territoire on gaspillait le plus d'eau. Donc, effectivement, ça c'est destiné à augmenter. Et puis, on est aussi sur un projet peut-être de fact-checking green, mais vidéo. Là, pardon. C'est de la vidéo. Tout le paradoxe. Voilà, absolument. Non, ça me paraît hyper important. Alors justement, sur l'écologie, quand on parle de climat et de biodiversité, il y a beaucoup de chiffres, il y a des dates, il y a des ordres de grandeur. C'est hyper compliqué à appréhender, et y compris pour les gens qui se penchent régulièrement sur ce sujet. Et donc nous, on n'a pas de service. En fait, on n'est pas au stade où on a des services, mais ça viendra peut-être. C'est pour ça que j'ai dit bientôt. Par contre, on produit beaucoup d'infographies qu'on fait nous-mêmes et qui sont extrêmement pédagogues, où voilà, on met beaucoup d'annotations. On essaie de faire quelque chose qui est joli aussi, pour parler à un public notamment jeune, et qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, je dis qu'on a une newsletter quotidienne. Là, on va avoir 20 000 abonnés là, cette semaine. En fait, on y arrive. Mais sur Instagram, en fait, on en a 30 000, et on est presque plus connu par beaucoup de gens comme un média sur Instagram, où on développe des nouvelles écritures plus visuelles, avec justement donc des infographies, des petites explications face caméra de temps en temps, et des posts à slide, espèce de carrousel qui est un peu le format roi, et qui en fait sont extrêmement prisés de beaucoup de nos lecteurs. Alors moi, Lou, je t'ai découvert cet été. Je pense que ton feed LinkedIn a fait mon été.
Bah, si. Non, je suis partie tard en congé en plus, donc parce que je me suis dit waouh, c'est cool d'avoir quelqu'un qui pose les choses, et à chaque poste, tu mettais en corrélation un fait d'actu avec le travail qui était déjà fait chez Vert. Ça a dû quand même beaucoup infuser rapidement, puisque fin du mois d'août, via Vert, vous avez réussi à regrouper un collectif et une cinquantaine de médias, si je ne dis pas de bêtises, autour d'une charte pour lutter contre, à la hauteur de l'urgence environnementale que nous vivons tous. Je veux bien que tu m'en dises un mot. Et j'ai lu aussi que certains médias n'étaient pas venus signer cette charte. Et j'aimerais que tu nous dises les raisons qui vous ont... Enfin, les raisons. La justification qui a été évoquée. Alors, ça fait beaucoup de choses à raconter. Tout à fait. Attends, 3 minutes. 3 minutes, très bien. Alors, effectivement, sur LinkedIn et sur Twitter, j'aime bien raconter des choses, j'aime bien raconter ce que je vois dans les autres médias. Toujours gentiment, évidemment, mon but c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. Je suis pas là pour faire le père fouettard et surtout c'est pas du tout notre vibe à Vert. Par contre, effectivement, on est engagé donc avec d'autres journalistes sur ces thématiques-là, et donc Vert est à l'initiative de cette charte. Alors une fois qu'on a lancé le mouvement, ça nous a rapidement dépassé et c'était le but. Mais on s'est allié effectivement avec une trentaine de journalistes de plein de médias, alors des médias indépendants spécialisés sur l'écologie, mais aussi des journalistes de médias audiovisuels plus grand public. Et donc on a travaillé jusqu'au mois de juillet sur ce texte. Donc il y a une charte, les mots sont importants, charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, donc pas charte pour un journalisme écolo ou des choses comme ça, on a bien pesé le pour et le contre, et qui en 13 points veut servir un peu de boussole et donne un peu des idées sur comment améliorer son traitement. Alors il y a des choses que vous trouverez très lambda parce que vous êtes des journalistes et vous savez que la pédagogie est importante, mais il y a des choses qui sont bonnes à rappeler. Il y a des choses plus précises sur le greenwashing, qui est une nouvelle forme de déni climatique subtil, et qu'en tant que journaliste, il faut qu'on apprenne à repérer et à expliquer. Et donc ce texte est sorti, en fait on l'a un peu laissé reposer pendant l'été, et on ne pensait pas que l'actualité viendrait se percuter aussi brutalement au travail qu'on menait. Et donc en septembre, on a sorti officiellement, c'était il y a une semaine en fait, le 14 septembre, voilà, c'était une très belle soirée à la recyclerie. Et donc, au moment de la sortie du texte, il avait déjà été signé par plus de 50 rédactions et 500 journalistes. Et une semaine après, on en est à plus d'une centaine de rédactions et 1400 journalistes. Donc voilà, il faut dire que c'est un petit média avec 3 personnes à plein temps qui a lancé ça au début. Mais voilà, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a réussi à se coaliser avec des gens qui travaillaient sur ce sujet depuis parfois beaucoup plus longtemps que nous et qui souvent prêchaient dans le désert. Et on a réussi à convaincre aussi des grands médias, mais bon, le contexte nous aide beaucoup, que c'était un peu le moment ou jamais de se saisir de ces enjeux. Et parmi les grands médias qui ont signé, c'est peut-être ça qui nous intéresse aussi, il y a France 24, RFI, on a eu 20 minutes, Mediapart, il y en a plein d'autres où ça a discuté. Et donc il y a des rédactions qui ont refusé de signer, et on sait que ça a provoqué le débat à peu près partout dans les grandes rédactions. Et les arguments invoqués, c'était souvent... alors il y a un peu ce snobisme des journalistes dans les médias traditionnels qui n'aiment pas qu'on leur explique comment faire leur boulot, et donc il y a un peu ce réflexe un peu corpo ou même snobiste. Et il y en a d'autres qui ont dit, bon, il faut qu'on se positionne nous officiellement avec nos propres termes, et donc qui envisagent de faire leur propre document interne, leur propre charte. Voilà, donc ça évidemment c'est la liberté des rédactions, quoi. Je vais répondre quand même. Après, on laissera. Nous, on est plutôt dans la deuxième catégorie. C'est qu'évidemment, je la connais par cœur, la charte. Je l'ai apprise, les 13 points, tout ça. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on est dans un cycle de réflexion qui ressemble à ça. Et on est dans un processus qui, si on signait la charte aujourd'hui, eh ben ça n'irait pas. Donc, on pratique déjà la transversalité, l'intensification, de faire plus de papier qui concerne l'environnement, la pédagogie évidemment, mais évidemment on est aussi dans une réflexion sur une formation, par exemple de tous les journalistes, avec le président du groupe souhaiterait que tous les journalistes du groupe Le Parisien et les Échos soient formés. Donc ça c'est une réflexion qu'on engage. On engage aussi une réflexion sur l'impact environnemental des reportages, c'est-à-dire qu'on travaille sur est-ce qu'il ne faut pas peut-être plus de correspondants, favoriser plus les correspondants par rapport aux reporters, et quand on va sur place, plutôt en train, et si on y va en avion, autant y rester le plus longtemps possible pour faire d'autres sujets. Donc nous ne sommes pas snobs ou parisiens, je crois que ça se sait, mais nous réfléchissons de notre côté pour essayer de nous-mêmes de créer notre propre charte, effectivement. Alors, ouais, nous, le groupe France Télévisions n'a pas signé cette charte, mais la marque No You l'a signée, et nos journalistes l'ont signée aussi. D'ailleurs, un certain nombre de journalistes de France Info, à titre individuel, ont signé cette charte. C'était intéressant de voir, il y avait Vincent Giret de Radio France qui était aussi sur place à la recyclerie pour expliquer quelle était la démarche. Et donc, je pense que les points de vue s'entendent. Ce qui est cool, c'est de comprendre qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, qui est lancée, à suivre.
Ouais, donc, en fait, le projet a été, quand il a été cadré, structuré du lancement de la marque No Use, c'était de se dire en gros, les audiovisuels publics européens ne touchent plus les jeunes. Ça serait vrai pour finalement tous les éditeurs un peu traditionnels, mais encore plus dans l'audiovisuel public. Et les jeunes européens que tu te trouves à Paris, à Lisbonne ou je sais pas, à Stockholm, mettent l'urgence climatique comme étant la première priorité dans les débats, devant l'emploi, la sécurité, les autres classiques thématiques. Et partant de ce constat-là, il y a une volonté de lancer une marque média européenne dédiée au climat à destination des jeunes. Et donc aujourd'hui, on a été lancé en partenariat avec la WDR, qui est donc le broadcaster public allemand, et on continue à prendre notre bâton de pèlerin pour essayer d'aller convaincre la BBC, la RAI ou d'autres de se joindre dans le projet. Et pour répondre à ta question, Anne, effectivement, il n'y a pas la même maturité de marché. Et donc il y a beaucoup d'autres éditeurs. Enfin, sur le marché allemand, il y a beaucoup plus d'éditeurs qui parlent du climat que ce qu'il peut y avoir en France. Et donc voilà, ils ont probablement quelques années d'avance sur nous. Et donc c'est toute la complexité de lancer ce type de dynamique européenne où forcément, je sais pas, les Finlandais vs les Espagnols, il va y avoir un petit décalage sur un certain nombre de sujets. Dernière question avant qu'on se fasse mettre dehors, mais ça va, je vois qu'il y a encore du monde derrière la caméra. Si vous pouviez travailler ensemble, qu'est-ce que vous vous apporteriez mutuellement et qu'est-ce que vous pourriez apprendre les uns des autres, sachant que vous êtes chacun ancré avec une culture et un savoir-faire, mais qu'est-ce qui pourrait vous nourrir les uns des autres si vous deviez bosser ensemble? Question piège. Moi, enfin, je suis dinosaure, j'ai dit tout à l'heure, ou crocodile, hein, je sais pas. Oui, les deux, alors peut-être. Non, ce que je ressens chez Lou et Gauthier, il y a cette espèce d'urgence avec laquelle moi, j'ai pas grandi. Et je pense que il y en a aussi au journal, hein, au Parisien. C'est quand même un problème générationnel. Et c'est vrai que les journalistes du site sont plus allants que les vieux journalistes des services. Donc il y a quelque chose, je pense, plus il y a d'urgence, plus il y a de journalistes qui se ressentent cette urgence, et peut-être plus vite on ira. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que sur le fond, je pense qu'on est tous journalistes et qu'on sait travailler, on sait où trouver les sources, où trouver les bonnes infos et détruire les fake news. Oui. Moi, je pense que heureusement qu'il y a différentes offres qui existent sur le marché, chacun a sa ligne et son propre ton. En revanche, les initiatives telles que celle qui a été proposée par le geste et actionnable, d'avoir des outils en commun, elles me paraissent essentielles. Développer des outils. Enfin, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de fonctions transverses, d'outils supports qui doivent être mutualisés. Il y a des événements qui peuvent être aussi mis en commun. Il y a des leviers marketing aussi qui peuvent être mis en commun. Et après, l'idée, c'est heureusement qu'il y a une pluralité d'offres médias qui parlent d'écologie, que ce soit des institutions plus ancrées dans le paysage audiovisuel français ou des pure players naissants qui s'adressent à des cibles différentes. Oui, c'est très joli de finir là-dessus, puisque c'est le point 13 de la charte, le dernier. T'as vu, je l'ai lu. Cultiver la coopération. Et tu l'as ici. Non, ça nous paraît hyper important et c'est pour ça qu'on a fini là-dessus aussi. C'est justement le sujet est un peu trop grave et l'heure un peu trop pressante pour qu'on reste chacun dans notre coin avec des pratiques traditionnelles, avec un rapport concurrentiel traditionnel entre différents éditeurs. Et en fait, cette charte l'a montré que des journalistes de médias a priori concurrents qui parlent d'écologie pouvaient en fait faire front commun et publier un texte commun pour collectivement améliorer notre traitement, et tout ça au service du droit de savoir des citoyens sur l'urgence climatique, parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup de Jean Rostand qui dit l'obligation de subir nous donne le droit de savoir, et sur l'écologie on va tous subir, et donc je pense que tout le monde a le droit de savoir de quoi il retourne, et c'est notre rôle en tant que journaliste de cette fois-ci se coaliser pour ça, quoi. Voilà. Merci Lou pour cette très belle conclusion. Gauthier, Ève, merci à vous trois. On va terminer là-dessus, si vous en êtes tous d'accord. Merci à vous. Moi, j'ai un petit merci pour la belle équipe du Geste. Merci à vous d'être restés, pour votre curiosité, vos bonnes ondes et votre énergie. Juste un petit rappel, en 2021, aux Assises du journalisme de Tours, la thématique, c'était chaud devant. Alors, ce que je vous propose, c'est que le chaud devant, on le transforme en tous ensemble, et que chacun à notre tour, effectivement, on est tous différents, complémentaires. Si on est un peu moins concurrents avec des outils communs, ce serait pas mal. Donc, on peut prolonger peut-être 3 secondes l'échange au bar. Le bar est ouvert.
Merci à tous.